Je vais vous présenter les résultats d'un travail qui consistait à développer et valider un modèle de repérage des genres problématiques en ligne à l'aide de méthodes de machine learning. Pour situer un peu le contexte, on estime qu'environ une personne sur deux en France joue à des jeux de hasard et d'argent. En général, on distingue 5 types parmi ces jeux. On a les jeux de grattage et de loterie, les paris sportifs, les paris hippiques, les jeux de casino, les machines à sous qu'on traite à part des jeux de casino et le poker. Tous ces jeux peuvent être pratiqués en ligne suivant une réglementation qui est un peu particulière, mais globalement, pour cette présentation, on va s'intéresser uniquement aux 3 types de jeux, donc les paris sportifs, les paris hippiques et le poker, qui sont proposés par des opérateurs qui ont reçu une autorisation de la part de l'autorité de régulation des jeux en ligne, l'ARJEL. Et en recevant cette autorisation, les opérateurs s'engagent à respecter une politique de jeu responsable. Alors pourquoi on parle de jeu responsable? Parce qu'une partie des joueurs, donc environ 6% si on prend tous les joueurs dans leur globalité, vont développer une pratique de jeu qui est problématique. Si on s'intéresse uniquement aux joueurs en ligne, cette prévalence monte à 22%. Donc ces problèmes de jeu, ils peuvent avoir différents noms. Le terme officiel, c'est troubles liés au jeu d'argent, mais on va aussi trouver des termes comme jeu pathologique, jeu problématique, jeu excessif, et on va également parler d'addiction au jeu pour les cas les plus sévères. Quoi qu'il en soit, il y a toujours des conséquences d'ordre divers. En premier lieu, évidemment, souvent des problèmes financiers, mais ça peut aussi être des problèmes professionnels, familiaux, des problèmes de santé, et ça peut aller jusqu'au suicide pour les joueurs qui sont le plus addicts. Et donc, actuellement, il y a très peu de choses qui sont faites pour, en pratique, repérer ces joueurs, si possible de manière précoce, pour éviter qu'ils développent ces problèmes de jeu, ou au moins pour les diagnostiquer relativement tôt. Le travail, du coup, c'est la phase 2 du projet Eden, qui a donc pour objectif de créer un outil de repérage des genres problématiques sur Internet à partir uniquement des données des opérateurs qui sont récoltées en routine. C'est-à-dire que le joueur n'interviendra pas du tout dans la construction du score. Et in fine, le but, c'est de pouvoir alerter et conseiller les joueurs selon leur niveau de comportement à risque. Donc pour ça, on avait des données issues d'un peu plus de 8000 joueurs qui avaient répondu à une enquête. Et l'ARJEL nous a transmis en fait toutes leurs données de jeu, donc pour tous les opérateurs sur lesquels ils avaient un compte, pour une durée d'1 an. Je vous ai mis quelques exemples de variables, donc ça va être l'argent misé, le nombre de fois qu'un joueur a fait un pari, les dépôts, les retraits d'argent, les gains, les pertes, l'utilisation d'éventuels bonus. Et on avait en plus de ces données-là un score de sévérité des problèmes de jeu donc qui est en fait un questionnaire composé de 9 items auxquels les joueurs répondaient une seule fois pendant l'enquête, là en l'occurrence à la fin du mois de mars 2016, donc c'est-à-dire en fait on avait 1 an de données de jeu plus ce score à la fin. Donc en gros, ça donne ça. On a nos 8172 joueurs, et pour chaque joueur, on a ces données répétées, donc là agrégées au niveau du mois, donc de M1 à M12, et on a le score ECJE qu'on a catégorisé en 4 classes, qui est mesuré uniquement une fois à la fin de M12. En pratique, on n'a pas utilisé l'ensemble des données. En fait, on a utilisé les 4 derniers mois. Si on faisait plus, ça voudrait dire qu'il fallait avoir 1 an de recul pour calculer notre score prédictif, ce qui impliquait un modèle pas très réactif. Ça veut dire attendre 1 an alors qu'il y avait potentiellement déjà des problèmes. Et si on prenait que le dernier mois, on n'avait pas non plus une idée assez précise de l'activité de jeu. Donc on a fait un compromis qui est assez arbitraire, de prendre uniquement les données de M9 à M12. Donc là, vous avez la description de l'échantillon. Je ne vais pas trop détailler, mais en gros, toutes les variables en jaune-orange ont été incluses dans le modèle. Et il y a 2 variables un peu plus spécifiques qu'on a créées exprès pour cette étude,
C'est deux variables qui cherchent à approximer le comportement de chasing. C'est un comportement qui consiste à retourner jouer pour récupérer l'argent qu'on a perdu. En fait, c'est un indicateur qui est reconnu comme étant très spécifique et très marquant de l'addiction au jeu. Donc pour ça, on a créé deux variables. La première, ça consistait, donc c'est deux variables de comptage. Donc à chaque fois, elles sont incrémentées de 1 à chaque fois que la personne va faire 3 dépôts en moins de 12 heures, ou à chaque fois qu'un joueur va faire un dépôt d'argent dans l'heure qui suit une mise. Pour la variable à prédire, donc on avait 4 classes de problèmes de jeu. Donc le vert, c'est aucun problème de jeu. Après, risque faible, risque modéré et risque élevé. Pour gérer ces problèmes de classification supervisée à plus de 2 classes, il y a deux grandes méthodes que je ne vais pas détailler parce qu'en fait, on ne les a pas utilisées. On a fait une approche un peu hybride en fait, entre les deux. En fait, on a créé 3 modèles indépendants les uns des autres. Le premier, en fait, ça va être une comparaison juste avec 2 classes où on va essayer de discriminer les joueurs avec un score supérieur à 8 de ceux qui ont un score inférieur à 8. Donc, ça va être le modèle qui va permettre de distinguer les joueurs qu'on va appeler excessifs. On fait pareil pour le seuil de 5. En général, on parle plutôt de joueurs à problème modéré. Et pareil pour le troisième modèle qui, en fait, consiste à identifier les joueurs qui n'ont aucun problème de jeu. Cette méthode, ça a l'avantage de pouvoir directement se comparer à ce qui est un petit peu fait dans la littérature, c'est-à-dire des méthodes de classification avec soit le seuil de 5, soit le seuil de 8, qui sont les plus fréquemment utilisés. Et en même temps, ça nous permettait de retomber sur les 4 classes qui nous intéressaient grâce à cette petite règle de décision, où en gros, on estime d'abord le modèle A. Si on estime que la personne a un score supérieur à 8, alors il est mis dans la classe rouge. Sinon, on regarde ce qui se passe dans la classe 5, et ainsi de suite. Donc au final, chaque joueur va être affecté à une des 4 classes d'intérêt. On a séparé notre échantillon en un échantillon d'apprentissage, de validation et de test. Et on a comparé trois algorithmes, la régression logistique, les forêts aléatoires, les SVM et les réseaux de neurones artificiels. Dans l'échantillon de validation, on obtient les résultats suivants. Donc il y a 3 lignes parce que on refaisait tout à chaque fois pour les 3 modèles. Et il se trouve qu'à chaque fois, pour les 3 modèles, c'était les forêts aléatoires qui fonctionnaient le mieux. Et donc c'est l'algorithme qu'on a retenu au final. Et si on regarde ce qui se passe dans l'échantillon de test, donc pour les forêts aléatoires, ici vous avez la calibration du modèle. Donc effectivement, comme il y a peu de joueurs avec un score supérieur à 8, forcément on a des probas assez proches de 0, donc c'est pas forcément très lisible là avec l'échelle qui est constante entre les 3 graphiques. Et pour la discrimination, on a des résultats assez attendus, c'est-à-dire que forcément plus on cherche à identifier des joueurs qui ont des problèmes, mieux le modèle va y arriver. Donc c'est pour ça qu'on a une ASU qui a tendance à descendre, plus on descend le seuil pour les problèmes de jeu. Si on prend chaque modèle et qu'on utilise l'indice de Youden pour affecter les joueurs à des classes, et ben on peut calculer la spécificité et la sensibilité pour chaque modèle. Donc là, par exemple, pour le modèle A, on identifierait 75% des joueurs à risque et 80% des joueurs non à risque, non excessifs. Ensuite, si on utilise notre règle de décision, donc ce que j'ai présenté tout à l'heure ici, pour affecter les joueurs dans les 4 classes, cette fois-ci, on a une seule matrice de confusion avec 4 lignes, 4 colonnes. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué de parler de sensibilité ou spécificité parce que c'est moins bien défini qu'on a plus que 2 classes. Ce qu'on peut tout de même dire, c'est qu'on détecte 67% des joueurs qui n'ont aucun problème de jeu, donc on pourrait appeler ça de la spécificité, et on détecte 75% des joueurs excessifs. Et donc, ça marche plutôt bien. Par contre, ce qui marche beaucoup moins bien, c'est pour les classes intermédiaires, notamment la classe pour les joueurs qui ont un score entre 5 et 7. Là où il y en avait 84 en tout qui avaient vraiment ce score, le modèle n'en identifie que 4. Et en fait, il a tendance plutôt à surestimer les problèmes de jeu. C'est les 36 qu'on voit en bas. Après, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir ces 36 au-dessus ou en dessous du 4? Ça reste un choix à faire et que je vais discuter à la fin.
Donc, en conclusion, on a un modèle qui semble efficace pour identifier les joueurs les plus problématiques. Par contre, il distingue assez mal les joueurs à risque modéré et les joueurs avec un risque élevé. De manière plus générale, on a essayé de savoir pourquoi certains joueurs étaient mal classés. Il y a deux raisons principales qui, vraisemblablement, sont des bonnes explications. La première, c'est qu'on n'a pas les données des jeux de la FDJ qui sont en fait à part des jeux régulés par l'ARGEL. Donc quelqu'un qui joue à des jeux de loterie et de grattage, en fait on n'a pas de douces données, donc c'est difficile de prédire son score. Et il y a également certains joueurs qui jouaient en ligne, mais qui jouaient majoritairement hors ligne, et là pareil, on n'avait pas leurs données. Il y a la question de la sensibilité et de la spécificité qui est à trancher, parce que autant on a une petite idée du coup d'un faux négatif, c'est un joueur qui va développer une addiction, donc on a, au moins qualitativement, on sait ce qui va se passer. Autant un faux positif, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer si un opérateur apprend qu'un joueur a été détecté à tort. Est-ce que ça va être accepté ou pas? C'est une question qui est assez liée du coup au point suivant, c'est-à-dire, comme dans beaucoup de problèmes où une addiction peut exister, c'est l'enjeu entre la santé publique et des enjeux économiques, et donc notamment parce qu'on sait que près d'un tiers des mises totales sont effectuées par des joueurs problématiques. C'est-à-dire que si demain on les détecte et qu'on arrive à limiter lors de l'activité de jeu, c'est 30% de chiffre d'affaires pour tous les opérateurs. Donc est-ce qu'ils vont être prêts à utiliser le modèle? C'est pas sûr. Quelques éléments qui pourraient améliorer le modèle. Là, alors j'ai pas trop détaillé, mais on a essayé de prendre en compte le fait qu'on avait des données répétées, mais faire en sorte que les modèles de machine learning intègrent ces données longitudinales, c'est pas forcément évident, et ça pourrait améliorer les performances assez certainement. On pourrait aussi combiner plusieurs algorithmes, donc avec des méthodes de boosting ou créer un super learner. Et la question qui a été un peu soulevée tout à l'heure par Nicolas, c'est comment est-ce qu'on mesure l'importance des variables et comment on interprète du coup les résultats. Parce que là, effectivement, on ne sait pas forcément quelle variable joue et dans quel sens. Pour les perspectives plus cliniques, dans la dernière phase du projet Eden, il y aura 300 joueurs qui passeront un entretien clinique, donc avec un médecin, avec un psychologue ou un psychiatre. Ça nous permettra d'avoir un vrai diagnostic clinique et qui pourra permettre de valider cliniquement le modèle. Pour l'instant, on a un auto-questionnaire qui est validé, mais qui n'est pas parfait. Et enfin, il faudra échanger avec l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, qui a remplacé l'ARGEL depuis 1 an, pour savoir en pratique, une fois qu'on a implémenté le modèle, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le score ou la classe prédite du joueur. Est-ce qu'on va plutôt utiliser des messages d'information, plutôt inciter le joueur à utiliser des modérateurs pour limiter son activité de jeu, inciter l'opérateur à arrêter de relancer le joueur avec des bonus quand il est en période d'abstinence et qu'il semble mieux maîtriser son activité de jeu, ou voire proposer des modalités d'auto-exclusion temporaire pour les joueurs qui seraient les plus problématiques. Je vous remercie.